Samedi 5 décembre, lors des manifestations, la répression policière a été particulièrement sévère et visiblement le mot d'ordre était, et ce n'est pas la première fois, d'empêcher les street medics d'être présents. Une vingtaine d'entre eux se sont retrouvés en garde à vue à Paris pour port d'un casque et d'un masque à gaz à cartouche, soi-disant interdit. Et comme cause retenue, participation à un groupement en vue de commettre des actes de dégradation. Ils ont retenu aussi le fait que les tenues des street medics pouvaient prêter à confusion avec celles des forces de l'ordre. Deux raisons, totalement dénuées de sens, comme vous pouvez le constater sur ces images. Mais d'après plusieurs sources, les ordres venaient d'en haut, puisque toutes les grandes villes françaises ont connu le même scénario. La plupart des street medics ont seulement écopé d'un rappel à la loi, d'autres d'une interdiction de manifester dans la ville dans laquelle ils se trouvaient. Les policiers ont bien sûr confisqué leurs casques, leurs masques à gaz et leurs cache-cou en vue de les détruire. Pendant leur incarcération, ils ont aussi subi des humiliations d'une policière qui leur a fait des remarques et d'une extrême désobligeance. À la sortie de leur garde à vue, les medics ont constaté lors de la restitution de leurs effets qu'il manquait du matériel ainsi que de l'argent. Alors qu'est-ce qu'un street medic ? C'est un militant qui s'occupe des premiers soins en passant du simple bobo, mettre du sérum physiologique dans les yeux des manifestants qui ont reçu des gaz lacrymogènes, aux foulures, aux entorses, jusqu'au plus grave allant jusqu'aux blessures de guerre. Ils sont les premiers témoins des violences policières en attendant les pompiers. Pourquoi les street medics sont pris pour cible par les forces de l'ordre ? Parce qu'ils rassurent les manifestants. Ils sont considérés comme les anges de la rue, habillés d'un t-shirt blanc siglé d'une croix rouge ou bleue. Ils sont équipés de casques de skate, de masques à gaz à cartouche et de lunettes de ski. À l'origine, les street medics sont nés aux États-Unis lors du mouvement afro-américain des droits civiques et le mouvement anti-guerre dans les années 60. Peu à peu, ce mouvement s'est développé à travers le monde, en Palestine, pendant la seconde intifada, puis lors des printemps arabes et plus récemment lors des mouvements sociaux en Grèce et en Espagne. En France, ils sont apparus du côté de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et depuis 2016, de nombreux collectifs se sont formés pendant les manifestations de la loi anti-travail. Ce mouvement a été popularisé par les médias pendant le mouvement des Gilets jaunes. Très vite, le gouvernement les a pris pour cible. D'ailleurs, Amnesty International a dénoncé avec force, fin 2018, les fouilles abusives des forces de l'ordre qui confisquaient non seulement leur matériel de protection, mais aussi leur matériel de soins, matériel qu'ils se procurent soit par des dons des pharmacies ou de particuliers, soit en constituant des cagnottes. J'ai posé la question à l'un d'entre eux, Ben, des street medics des Hautes-Alpes pour ne pas le citer, pour savoir s'il dépendait de la Convention de Genève, qui sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elle dicte les règles de conduite à adopter en période de conflit armé et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. Il m'a répondu que non, puisqu'ils sont seulement des volontaires indépendants, sans aucun statut, sans carte, ni autorisation, et pas constitués en association. Il m'a expliqué qu'ils n'avaient aucune protection juridique et l'un d'entre eux, connu des Gilets jaunes, Petit Jean, a essayé de faire bouger les barrières afin d'obtenir ce statut juridique. Mais en plus d'être compliqué, cela n'était pas intéressant, à moins de vendre son âme au diable. C'est aussi à cause de cette non-reconnaissance qu'ils sont visés et spoliés de leur matériel par le gouvernement à travers les forces de l'ordre, qui entre parenthèses sont bien contents d'en trouver un sur leur chemin quand l'un d'eux est blessé, car les street medics ne font pas la différence entre les manifestants et les forces de l'ordre. Un blessé est avant tout un humain qui doit être soigné, quelle que soit la couleur de son équipe. À travers ce sujet, je me fais la voix de tous ces manifestants qui les ont croisés dans les manifestations en leur tapant amicalement sur l'épaule et en prononçant des paroles d'encouragement et de remerciement. Je voulais juste leur rendre hommage. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite Bismuth, pseudo utilisé par Sarkozy pour rester incognito. Cette affaire concerne l'affaire libyenne, où l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir entre autres corrompu un haut magistrat pour savoir si ses agendas consultés dans l'affaire Bettencourt allaient être versés dans d'autres procédures, comme celle jugée actuellement, ou encore l'affaire Tapie. Pourtant, il avait clamé haut et fort qu'il était prêt à tout pour que la vérité éclate au grand jour et que son innocence soit prouvée. Cependant, une fois les agendas entre ses mains, ceux-ci ont mystérieusement disparu, comme les coffres d'Alexandre Benalla. Les juges de l'affaire libyenne souhaitaient y avoir accès, surtout ceux concernant la période de 2005 à 2009, pour voir si les rendez-vous avec un certain Zayad Taqeddine étaient réels ou pas. Zayad Taqeddine qui aurait remis le 28 janvier 2002 une valise de cash libyen au président dans un bureau du ministère de l'Intérieur. Sans agenda, plus de preuves de cette rencontre.
L'ex-président n'est toutefois pas sorti d'affaire puisque pèsent au-dessus de sa tête nombre de menaces comme l'association de malfaiteurs, corruption, financement illicite de campagne électorale et recel de fonds publics. 4 mises en examen qui constituent un puzzle d'éléments matériels comme des rencontres secrètes, des contreparties diverses, versements offshore, usage d'espèces et la liste est encore longue. Tous ces éléments, mis bout à bout, pointent une seule et même personne, Nicolas Sarkozy. Ce 8 décembre, le parquet financier a requis une très lourde peine contre l'ancien président. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le procureur adjoint, Jean-Luc Blachon, a déclaré, en guise de justification, « On ne peut admettre qu'un ancien président oublie la République ». Les avocats de la défense ont eu l'occasion de faire leur plaidoyer pour démonter les charges de l'accusation. Le procès s'est achevé jeudi et la décision a été mise en délibéré. Si Nicolas Sarkozy est condamné, espérons que la justice n'acceptera pas une mascarade à la Balkany, ami très proche de l'ex-chef d'État. Ce sujet ne va certainement pas m'attirer que des amis, mais j'estime en avoir assez pour ne pas m'en inquiéter. Et le but de ce journal est d'identifier les dérives de notre société. Cette semaine, j'ai vu un reportage qui parlait de la mort d'un jeune homme de 25 ans qui coupait du bois chez lui et qui a reçu un tir mortel venant d'un chasseur, qui, d'après les dires de ce dernier, a confondu Morgan, c'était le nom du jeune homme, avec un sanglier. Personnellement, je n'ai jamais vu un sanglier couper du bois. Ces morts à répétition m'insupportent, venant d'hommes et de femmes qui se sentent tout-puissants avec une arme dans les mains. Quand le frère de Morgan et une amie sont allés trouver les chasseurs, ceux-ci leur ont répondu qu'ils étaient chez eux, sans aucun sentiment, comme s'ils considéraient la mort du jeune homme comme un vulgaire accident de la route. Comment les autorités peuvent laisser les chasseurs chasser au bord des routes, près des habitations ou encore à proximité des chemins de promenade? La nature appartient à tout le monde, et pas seulement à une poignée de personnes avides de sang animal versé. Être chasseur, c'est suivre des règles avant tout. Ce n'est pas le pouvoir de tirer tous azimuts parce qu'on distingue une forme ou on entend un bruit qu'il faut lâcher une salve. Il faut s'approcher discrètement et avant de tirer, être sûr que c'est bien la cible que l'on traque. Si on fait feu inconsidérément, on devient un potentiel meurtrier, volontaire ou non. Qu'apprend-on pendant la formation au permis de chasse? C'est comme le permis de conduire, une fois le papier en poche, on oublie tout et on s'éclate, peu importe s'il y a des dommages collatéraux. Il faut dire que le prix de ce permis n'est pas dissuasif, puisqu'il est de 46 €, donc à la portée de toutes les bourses, de presque n'importe qui, quand on remplit les conditions demandées. En plus, ce permis est valable à vie, sans aucun contrôle, et cela même si le chasseur n'a pas pratiqué depuis des années. À tout moment, il peut reprendre son fusil et partir traquer le gibier. En 20 ans, les chasseurs ont tué plus de 400 personnes. Et les peines prononcées ne sont pas à la hauteur des faits. J'ai retrouvé un verdict datant de 2011. Un chasseur de 76 ans, qui lors d'une battue au sanglier, avait tué un promeneur et qui a écopé de 20 mois de prison, dont seulement 5 fermes. Sachant qu'en dessous de 2 ans, ces peines ne sont pour la plupart pas effectuées à cause de la surcharge carcérale. Plusieurs associations ont essayé d'obtenir des jours sans chasse, afin que les promeneurs puissent profiter de la nature en toute quiétude. En vain. Le lobby de la chasse est beaucoup trop puissant. Il n'y a qu'à voir la décision du gouvernement de laisser les chasseurs pratiquer alors que tout le monde était confiné. On croit rêver. Ce lobby de la chasse est protégé par les plus hautes instances du pays, comme le président lui-même, qui défend ce système. Rappelons-nous de cette jeune femme enceinte, Elisa Pilarski, qui se promenait dans la nature avec son chien Curtis, et qui est décédée des suites de morsures de chiens, tandis qu'une chasse à courre passait à proximité. Le rapport d'autopsie a révélé que la jeune femme portait sur le corps plusieurs sortes de morsures. Puis, plus tard, un autre rapport a infirmé les résultats du premier. Est-ce que le lobby de la chasse à courre a fait pression sur les experts? Nous ne le saurons jamais. En attendant, Elisa et son bébé sont morts, détruisant la vie de son compagnon et la vie de Curtis est en sursis. Beaucoup de dommages pour cette poignée de chasseurs qui s'en sortent comme d'habitude très bien. La chasse à courre est une pratique d'un autre temps, où les chiens sont affamés à l'extrême les jours précédents, afin qu'ils deviennent des fauves enragés. Et il est inconcevable de voir ces chasseurs traquer des animaux sauvages inoffensifs jusque dans des jardins particuliers pour les abattre froidement. Ce dossier est plus que brûlant et mérite réflexion. Cependant, la justice doit faire son travail et lorsqu'il y a mort d'homme, les peines doivent être exemplaires. La vie d'innocent vaut plus que celle d'un chasseur armé et inconscient. Quand on a une arme à la main, on doit être responsable de ses actes jusqu'au bout.